Eh bien, bonjour à tous. Comme OJ Coaching a toujours quelque chose à dire, eh ben, c'est encore le moment. Voilà, donc je fais une petite intervention là au club le 9 décembre prochain, 2019. Et bah, pour les absents, j'en profite pour faire un petit résumé rapidement de ce qui va se dire. Un petit résumé évidemment parce que du coup, il n'y a pas d'interactivité. Voilà, donc en tout cas, je vais essayer de faire vite. Donc, cette petite intervention, c'est sur le thème nager plus vite. Parce que voilà, on se pose beaucoup de questions. Comment on nage plus vite? On va essayer de d'énumérer un petit peu tous les paramètres de la nage rapide. Donc, dans un premier temps, ça sera toutes les règles physiques d'hydrodynamisme, portance, etc. qu'on va regarder. La qualité des appuis dans un deuxième temps. On va parler aussi de la respiration rapidement, mais il y a quand même des petites choses à dire. Quelques tests afin de proposer des axes de progression. Et puis, tout ce qui est musculation dans l'eau ou musculation à sec. Voilà, spécifiquement à la nage des brasses, à la nage des styles crawl et papillons bruns principalement, bien sûr. Voilà, donc dans un premier temps, je disais, on va parler déjà des résistances à l'avancement avec des schémas très très simples. On a déjà dans le schéma jaune sur la droite qui est assez révélateur, qui montre, qui exagère un petit peu en plus, mais c'est très bien, qui montre que la position de tête influe considérablement sur l'équilibre longitudinal du corps. En l'occurrence ici, une tête basse permet au corps d'être bien à plat dans l'eau. Une tête relativement haute tend à redresser le corps. Et dans le croquis de gauche, là, on voit que toute la zone blanche, là, c'est à partir du moment où un corps se redresse dans l'eau, la zone blanche est plus épaisse. Qui dit plus épaisse dit zone surface frontale supérieure. Donc, la surface frontale, on l'a un petit peu ici, vous voyez. Donc, ça fait partie des choses très importantes. La surface frontale, quand on regarde un nageur de face, doit être la plus limitée possible, bien sûr. Il y a deux paramètres importants au niveau de l'hydrodynamisme. C'est la forme du corps, s'il est bien rectiligne, bien en ligne, et en plus que la surface frontale soit très limitée. Je dis souvent, on essaie de rentrer dans un tube dont le diamètre serait le plus petit possible. C'est ça, la surface frontale. Bon, alors là, un schéma un petit peu plus complexe. Donc, on a ici la résistance frontale, tout ce qui est surface immergée et ce qu'on disait juste avant, la surface vue de face. Donc, on a la poussée d'Archimède, bien sûr, en vert, qui remonte le corps en surface, le poids du nageur. Donc, là aussi, logiquement, un corps dans l'eau est relativement, on va dire, un corps humain dans l'eau flotte, logiquement, lorsqu'on remplit au moins un petit peu ses poumons. Mais tout le monde n'est pas à armes égales là-dessus. Il y a des gens qui ont une flottabilité extrême et d'autres qui sont extrêmement denses. Moi, mon cas perso, en tout cas, je sais que je suis très dense, capable de rester allongé au fond sans bouger, avec les poumons à moitié remplis. Vous pourrez faire l'expérience, chacun, ça peut faire partie des tests pour connaître l'aptitude d'une personne à être nageur ou pas. C'est remplir vos poumons à fond et rester vertical dans l'eau sans aucun mouvement, voir jusqu'où arrive votre niveau de flottaison. Logiquement, il arrive à peu près au niveau des yeux, souvent un peu plus bas, voire un peu plus… Bon, si vous avez vraiment la tête dehors, c'est que soit vous avez un excellent volume pulmonaire, possible, ou alors une très bonne flottabilité, ou alors les deux.
Voilà. En tout cas, c'est un des tests de flottabilité que des entraîneurs de natation peuvent être amenés à vous faire. Donc voilà, on voit quand même sur ce schéma que les frottements, ils sont d'autant plus importants que ici, les jambes sont basses. Hein. C'est ici la traînée. La traînée, c'est tout ce qui est remous. C'est vraiment très important. Autant la résistance frontale, bon, bien sûr, coûte, mais la traînée, c'est encore plus fondamental. C'est vraiment ça qui ralentit un corps. On voit très nettement d'ailleurs un bon nageur, on lui attache les pieds, forcément, il va avoir une traînée, hein, comme tout le monde, plus ou moins. Et dès qu'on lui libère les jambes, il va pouvoir, grâce à un petit battement subtil, diminuer considérablement sa traînée et du coup augmenter sa vitesse de nage sans effort supplémentaire. Donc voilà, en bleu, le couple de redressement. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, c'est tout bêtement, voilà, si ça part de la tête, hein, si on relève trop la tête, très logiquement, les pieds vont s'enfoncer. Donc cette ligne bleue là, l'axe du corps doit être le plus horizontal possible, vous l'avez compris. Et ça part principalement de la tête et de la position des appuis. Ça, on va en parler juste après. Alors, une petite formule mathématique là, pour se marrer. Hein. Donc, la résistance à l'avancement est proportionnelle à sa surface frontale et à la forme générale, ainsi qu'au carré de la vitesse. Alors, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que, on l'a déjà dit, hein, la surface frontale, donc la plus minimisée possible. La forme du nageur dans l'eau, la plus longue et profilée possible. Hein. Le profil idéal, c'est un peu la goutte d'eau, donc c'est-à-dire un nageur avec une largeur d'épaule importante et des jambes fines avec les pointes de pied tendues comme la queue d'un phoque. Voilà. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que tout ça, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Voilà. Donc, plus on accélère, plus la résistance augmente de façon exponentielle, hein, au carré. Donc, si on double sa vitesse, on multiplie considérablement sa résistance. Alors, l'intérêt de savoir ça, c'est qu'en fait, au niveau maîtrise des allures en natation, c'est d'autant plus important. Si on part un tout petit peu trop vite sur une épreuve quelle qu'elle soit, hein, un 400 mètres, un 1500 mètres, un 10 km en mer, évidemment, si on va un tout petit peu trop vite par rapport à son allure cible, la résistance sera tellement élevée qu'on sera de fait obligé à une consommation d'énergie très élevée. Et forcément, on se met d'autant plus dans le rouge sur une toute petite accélération. Voilà, bon, je ne suis pas très clair, mais enfin, on se comprend, je pense que vous me comprenez. Voilà, bon, tout ça pour dire que on ne peut d'autant moins se permettre en natation une irrégularité d'allure, hein, parce que c'est, d'un point de vue énergétique, très coûteux. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, alors la qualité des appuis, hein, je vais vous montrer 3 petites diapos rapides. C'est pour montrer le placement du coude devant, hein, j'en parle souvent, ce qu'on appelle en anglais le catching. Donc voilà, là on a la deuxième diapositive. On voit ici le coude qui reste fixé alors que l'avant-bras et la main commencent eux à plonger. Troisième diaporama, on voit à nouveau le coude est toujours haut avec une main et un avant-bras vertical. Ça c'est une nageuse de 400, 800, 1500. C'est peut-être même Laure Manodou, je ne peux pas le certifier, mais en tout cas, c'est une nageuse de fond, de foncier. Voilà.
Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très important parce que de fait, je reviens peut-être au diaporama précédente, de fait, lorsqu'on oriente ses appuis bien à l'horizontale vers l'arrière, l'orientation de l'appui fait qu'on n'a pas de redressement du corps, le couple de redressement, vous vous rappelez? Non, on va juste faire basculer le corps vers l'avant et sans aucun redressement. Donc, la traction fait que le corps reste quand même très à plat. Et donc, on limite la traînée, ce qu'on disait tout à l'heure. On favorise un meilleur hydrodynamisme. Voilà. Alors là, je vais vous mettre une petite vidéo de Valentin du club de La Rochelle, que l'on connaît bien, notre champion de France longue distance à Dijon il y a 2-3 ans de ça. On avait fait quelques images et donc j'ai ça en archive et c'est intéressant. Donc voilà, j'en profite pour vous parler de la culbute, parce que la culbute, ça fait partie des choses importantes pour un nageur. Et donc là, on a un ralenti sur une culbute déjà. Donc moi, j'incite tout le monde, bien sûr, à travailler ça. C'est quand même très simple. C'est surtout pas… Voilà, donc arrêt sur image ici. Le placement, on place ses bras bien serrés, la tête bien serrée sous les bras avant la poussée. La poussée se fait corps à l'oblique et pendant la poussée, on vrille pour se retrouver gentiment à plat. Reprise de nage avec 1 ou 2 ondulations. Bon, on ne va pas faire un cours de culbute. Ce qui est important, c'est que retenir que c'est important pour tous parce que ça vous permettra de repartir du mur, non pas en surface, mais un peu sous l'eau, repartir avec de la vitesse, travailler votre hydrodynamisme en permanence. Et c'est comme ça qu'on devient, on va dire, un aquatique. Voilà, je relance la vidéo là. Donc voilà, belle poussée, le corps est parfaitement fusiforme. Une petite ondulation, traction d'un bras et c'est parti. Donc là, on voit Valentin qui nage en demi-rattrapé. C'est quelque chose que moi, je conseille beaucoup. Avec une respiration, un œil sous l'eau. La tête reste très, très basse. Le regard est relativement bien vers le fond. Là, j'ai fait un arrêt sur l'image pour illustrer le fameux catching dont on parlait. Toujours un petit temps d'arrêt bras devant. Et puis un battement 2 temps équilibrateur qui, en fait, pour lui, n'est pas propulsif, mais qui permet de limiter la traînée et favoriser le roulis. Si on revient un tout petit peu dessus, on va se remettre ça. Donc voilà, on se la remet un petit coup rapidement. Donc les 2 bras derrière, ondulation, culbute, je reste bien groupé, placement des 2 bras, je pousse à l'oblique pour ensuite me retrouver au fur et à mesure bien à plat, ondulation, reprise de nage. Voilà, reprise de nage, les fesses bien en surface, on voit que le corps est tout de suite placé bien à plat. Valentin a une nage très rectiligne, très stable, une vitesse stable. Voilà, donc c'est un bon exemple de nage à suivre. On voit que le roulis du corps est important et c'est très bien. Il ne faut pas avoir peur de rouler beaucoup pour bien dégager l'épaule en surface, celle qui revient, le bras qui revient. Voilà. Le corps roule, mais la tête ne suit pas. La tête est fixe, bien sûr. Alors, une petite discussion rapidement sur la respiration, parce que la respiration, c'est ce qui souvent nuit considérablement à la nage. Je connais beaucoup de nageurs qui, si on leur demande de nager le crawl sans respirer, vont nager très bien le crawl. Et à partir du moment où on immisce de la respiration là-dedans, après là, ça se dégrade très vite. Ça se dégrade parce que souvent, les gens sortent entièrement la tête de l'eau pour respirer ou ils passent trop de temps à respirer. Ça, c'est les 2 trucs importants. Et du coup, le corps perd tout son équilibre longitudinal. Et là, c'est la catastrophe parce qu'on n'avance plus, quoi. Donc là, on va regarder ça.
Donc, ce qui est important ici de voir, c'est le regard vers le fond. La tête est quasiment entièrement immergée. Et à la respiration, on a un œil sous l'eau. On a toujours la ligne de flottaison entre les deux yeux à la respiration. D'accord? Je la remets un dernier petit coup. Voilà. On sent que là, l'équilibre longitudinal du corps n'est pas rompu. Alors, les tests et axes de progression. Test de force dans l'eau. Donc, il y a un test que je pratique, moi, qui me semble très intéressant, c'est mesurer la force qu'on est capable d'imprimer dans sa nage. Alors, comment on fait? Ce n'est pas évident, hein, a priori. Ça se regarde comme ça, comment on mesure. Ben, c'est très simple. Moi, j'utilise un sando, donc un tendeur d'environ 10 mètres de long, auquel j'accroche le nageur avec une ceinture à la taille. Et à l'autre extrémité, j'ai un dynamomètre ou un peson qui donne le poids en kilos, hein, peu importe. Hein, si c'est des newtons, ben, on multiplie par 10, mais sinon, si c'est des kilos, peu importe. Hein, ce qui donne, ça donne un chiffre et c'est ça qui est important. C'est reproductible et comparable d'individu en individu et surtout à plusieurs périodes données. Donc voilà, l'idée c'est je mesure la force maximale d'un nageur dans l'activité. Donc ça peut se faire en nage complète, ça peut se faire en bras seul, hein, bras seul avec par exemple pull boy, pied attaché, voilà, ça peut être ça. En tout cas, faut reproduire toujours la même chose, hein, parce que sinon on ne peut rien comparer. Et l'idée, c'est le protocole, hein, globalement, c'est je lance mon nageur. Dès qu'il sent que la résistance devient forte du sando, puisque je tiens, moi, le peson de l'autre côté, hein, dès que la résistance devient forte, là, le nageur, sa consigne, c'est il nage à fond pendant 7 à 8 secondes. Il donne tout ce qu'il a et là, on mesure la valeur maximale de la traction qu'il va exercer. Pour information, systématiquement, les nageurs rapides, les sprinteurs, exercent une très forte pression. De souvenir, mon meilleur élément, il exerce une force de 24 kg, alors que j'ai d'autres éléments, genre des filles peu puissantes, qui vont mettre 4 kg de traction. Donc, évidemment, quand au bout de ça, vous avez les deux personnes mis bout à bout, comment dire, un qui développe 10 kg de force et puis l'autre 20 kg, et si leur hydrodynamisme est comparable, on peut imaginer que celui qui exerce 20 kg de traction, il nagera beaucoup plus vite. Quand je dis 24 kg, c'est quelqu'un qui nage en 52 secondes au 100 mètres, hein, pour information. Voilà, donc autre chose très important qui est facile à contrôler, hein, à s'auto-contrôler, je dirais même, c'est le nombre de passages de bras par longueur. Hein, sur un 50 mètres, quand on nage en bassin de 50, un bon nageur, un très très bon nageur fera à peu près 25 passages de bras par longueur. 25 passages de bras, hein, pas couple de bras, hein, 25 passages. Un nageur moyen sera dans les 38-40 passages de bras. Et puis ensuite, les autres, un peu moins bons, voilà. Après, on se situe, quand on est à 50 passages de bras par longueur, on commence à pas être un très beau nageur, hein. Donc, il y a vraiment du boulot. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est un indice de nage, hein. À partir du moment où on est capable de mettre 32, 34 passages de bras par longueur, ça veut dire qu'on accroche un peu l'eau, quoi. Donc, c'est plutôt bon signe. Après, si on arrive à ajouter de la force là-dessus, normalement, on doit nager vite. Alors, des tests types qu'on peut bosser, hein, c'est ça, la force développée à la poulie. Hein, je vous montrerai une petite vidéo rapide après ça, là. Donc, à la poulie, c'est une poulie haute, une barre horizontale,
Voilà. Donc ça peut être intéressant de savoir ce qu'on vaut là-dessus. Bien sûr, là aussi, en général, il n'y a pas de surprise, hein. Les gens très puissants, ils sont capables de nager vite. Il faut oublier un peu l'histoire que la natation, c'est que technique, hein. Oubliez ça. C'est technique, mais la puissance, la force a un énorme rôle à jouer, hein, dans la vitesse de nage. Ce n'est pas pour rien que les nageurs de haut niveau, et notamment les sprinteurs, passent peut-être plus de temps en muscu que dans l'eau, hein. Alors bien sûr, des tests de souplesse, c'est important de savoir où on en est au niveau de la souplesse d'épaule, hein, principalement. Bon, tout est important, hein, il faut être souple, hein, de toute façon. Ça, c'est une évidence et dans toutes les disciplines, hein, mais notamment en natation, à partir du moment où on veut chercher de l'amplitude, etc., des gens très très raides ne pourront pas le faire. Donc, les souplesses d'épaule, réussir à avoir un dos plat, des choses comme ça, c'est très, très important. Et aussi les pointes de pied. Alors, les pointes de pied, ça peut s'assouplir, hein, les nageurs le savent, hein, les jeunes nageurs. L'assouplissement des pointes de pied, c'est assis sur les pointes de pied tendues, talons-fesses, et puis on roule sur la pointe du pied en décollant les genoux. Voilà. Donc ça, c'est important parce que la pointe de pied est déterminante. Si vous avez un pied en porte-manteau, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez jamais de battement. Vous aurez peut-être un battement, mais qui vous fera nager en marche arrière. C'est probable. Donc voilà, la pointe de pied doit se comporter comme une palme, et pour ça, il faut un minimum de souplesse. Voilà, et puis ce qui peut être intéressant de faire régulièrement, c'est quand même des tests de nage sur 2 distances types, hein, sur un 50 voire 25 mètres, mais sur 50 c'est pas mal, et sur 400 mètres. 50 mètres, ça donne une idée de la vitesse de base, et puis 400 mètres, 400 mètres c'est en gros 5 à 6 minutes d'effort normalement, voire 4 minutes pour les plus rapides. Et donc, ça correspond à l'effort de vitesse maximale aérobie en natation. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la muscu à la poulie haute. Poulie haute. Donc, moi, ce que je conseille absolument, et c'est pour ça que je vous ai montré une petite vidéo, c'est de faire le geste obligatoirement avec la main ouverte. Main ouverte posée sur la barre horizontale. J'ai un temps d'arrêt ici pour montrer le coude devant, ce qu'on appelait le catching là tout à l'heure. Ça, en muscu, tant qu'à faire, il faut le travailler aussi. Donc voilà, le catching, pousser, toujours main ouverte ici. Pourquoi main ouverte? Parce qu'avec une barre, si vous avez la main ouverte, mais que votre placement d'appui n'est pas bon, vous allez prendre la barre soit dans les aisselles, soit elle va se barrer devant. Donc, il faut le faire main ouverte. Ça vous obligera à avoir une tonicité forte entre la main et l'avant-bras. Voilà. Ça me paraît important. Donc, on peut se tester sur de la force max ici et travailler en force endurance. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Ce n'est pas le jeu. Mais en tout cas, voilà le type d'exercice qui fonctionne très, très bien pour la natation. Voilà, un autre exercice qui fonctionne très très bien également, c'est ça. Moi, je nage beaucoup avec ça en mer quand je peux l'été. En piscine quand c'est possible, mais c'est beaucoup moins facile parce que bien sûr, on n'a pas des lignes d'eau par personne en général. C'est quand même plus compliqué et puis c'est vite gênant pour les autres. Alors voilà, hop là, on revient. Donc en fait, voilà. Donc, ceinture, sando, sac ouvert derrière avec une planche dedans pour qu'il flotte bien. Et là, l'idée, c'est de justement pouvoir bien travailler son placement, le fameux catching dont on parlait, coude toujours devant. Et on peut voir, alors après, on n'est pas là pour faire une analyse de nage, mais
Voilà, donc l'intérêt de cet exercice, il est double, je dirais. Enfin, il est au moins double, il est peut-être même triple. Mince, je reviens. Voilà, donc je disais donc que cet exercice a de multiples avantages. Bon, il est d'une part très intéressant techniquement parce que la vitesse de nage étant très faible et donc la vitesse des mouvements de bras également étant très faible, on a d'autant plus le temps de se concentrer sur ce qu'on fait. Hein. Plus le geste est lent et plus on peut maîtriser ses actions musculaires. Hein. Si vous, par exemple, en vélo, vous pédalez à 30 tours minute, vous allez pouvoir pédaler rond très facilement et vous concentrer là-dessus. En natation, c'est pareil. Hein. Si les bras tournent très lentement, on va pouvoir se concentrer sur une orientation des paumes vers l'extérieur d'abord, puis vers l'intérieur ensuite, pour finir la main bien en extension en fin de poussée. Voilà, par exemple. Et bon, deuxième intérêt, bien sûr, c'est l'aspect musculaire, parce que là, la traction est très forte. Hein. Là, ça augmente considérablement la résistance de la masse d'eau. Hein. C'est comme si on avait des plaquettes monstrueuses avec quelqu'un qui nous retient les pieds. Hein. Donc, voilà, d'un point de vue musculaire, c'est excellent. Et troisième avantage, on va dire que si je devais arrêter mon effort, eh ben, tout de suite, je me fais ramener en arrière. C'est le sac qui me ramène. Comprenez-vous, puisque c'est un centre d'eau. Donc, ça incite à être en prise constante. Et ça, c'est très important en natation, être en prise constante de façon à ne jamais avoir de baisse de régime, de baisse de vitesse. Hein. Une vitesse qui serait inconstante, vite, lent, vite, serait évidemment moins performante qu'une vitesse constante en natation. D'autant plus avec l'histoire de la résistance proportionnelle au carré de la vitesse, rappelez-vous. Il est beaucoup plus facile d'entretenir une vitesse que de la relancer constamment, d'autant plus avec une résistance qui compte double en natation. Enfin, quand je dis double, bien plus que double. D'accord? Voilà pour ça. Donc, conclusion, profile-toi, cherche l'appui, concentre-toi sur ce que tu fais, n'oublie jamais ça, et ça c'est valable dans tous les domaines sportifs et autres d'ailleurs. Prends de la force, sois ambitieux et non fataliste, je veux dire par là, ne soyez pas moi je ne serai jamais un nageur. Évidemment, on sera tous limités, on n'ira pas aux Jeux Olympiques à 45 ans, mais on peut devenir un très correct nageur en bossant bien. Voilà les enfants, j'en arrête là-dessus, ça me paraît bien. Et puis, de toute façon, on se voit au bord du bassin. Hein. À très vite.